Bonjour et bienvenue à notre webinaire Multi-Cloud Cloud Hybride. Quelle est la place du FinOps? Je vois que vous êtes encore nombreux à vous connecter à ce second webinaire de notre série. Captio a pu collaborer sur laquelle Captio a pu collaborer avec TNP. Donc pour commencer, je vais vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Donc, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP, et son collègue Laurent Gauzy, associate partner. Ils vont nous présenter quelques chiffres clés issus de leur baromètre FinOps produit en collaboration avec le CRIP. Ils seront suivis de Claire Kloss, qui est Global Head Transformation and Finance au sein de l'entité Technology Services de la Société Générale. Elle nous présentera son expérience de transformation cloud public et privé. Elle sera suivie de mon collègue Frédéric Rousseau, qui est Senior Solution Consultant chez Apptio et nous présentera la solution Apptio Cloudability. Et je vais me présenter également, Lorna Miller. Je serai la simple présentatrice de ce webinaire. Je vais notamment relayer vos questions à nos intervenants à la fin de chacune de leurs présentations. Je vous invite d'ailleurs à utiliser l'interface questions qui se trouve normalement à la droite de votre écran et qui vous permettra de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Alors, pour commencer, je vais brièvement vous présenter Apptio pour ceux qui ne nous connaissent pas. Apptio, en fait, propose une suite de solutions TBM. TBM, c'est le Technology Business Management. Nous sommes présents partout dans le monde, y compris en France, où nous avons une belle équipe qui se développe de plus en plus, dont fait partie Fred, qui nous présentera tout à l'heure la solution Cloudability. Cloudability est une solution qui permet d'obtenir une vue unifiée des données cloud, multi-cloud, et qui permet d'en optimiser la consommation et l'usage. Il y aura une démonstration en troisième partie de ce webinaire. Alors, la première partie, comme je l'ai dit, concerne le baromètre FinOps produit par TNP et le CRIP. Avant de passer la main à Guy et Laurent, je souhaitais commencer par une petite question à nos invités aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur la manière dont vous utilisez le cloud dans vos entreprises. Alors, la question est, quel mode de fonctionnement cloud proposez-vous au sein de votre organisation? Vous pouvez choisir l'une des réponses, cloud public, multifournisseur, cloud public monofournisseur, cloud privé, cloud hybride, c'est-à-dire public et privé, ou pas de cloud du tout. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre avant de partager les résultats. Parfait. Donc, voici les résultats. 33% de multi-cloud, 17% de cloud public unique, pas du tout de 100% cloud privé et 50% de cloud hybride quand même. Alors, je crois que ça reflète assez bien certains résultats que va nous présenter Laurent et Guy. Je vous laisse donc la main. Merci Lorna, bonjour à tous, merci de votre participation à ce second webinaire qui réunit à nouveau une centaine de personnes, ce qui montre bien l'intérêt croissant du sujet. Un tout grand merci à Claire de la Société Générale qui nous apportera son témoignage dans quelques instants. Quelques mots rapidement sur TNP. Donc, TNP est un cabinet conseil français indépendant, spécialisé dans la transformation des entreprises privées et publiques, et notamment dans leur transformation numérique. Nous réalisons un grand nombre de missions qui s'appuient naturellement sur le cloud. Et multisectoriel, nous avons été confrontés à une grande variété de situations et il nous est apparu nécessaire, devant l'adoption croissante du cloud public ou privé, d'établir en association avec le CRIP, que nous remercions également, un premier baromètre des pratiques autour de l'économie du cloud. Ce baromètre nous a semblé d'autant plus utile que certains constats se dégagent. Près de 80%
des entreprises françaises ont opté pour une approche multi-cloud et surtout, 70% de ces entreprises ne s'y retrouvent pas dans le cloud public en termes de coûts et constatent des dépassements de budget alors qu'elles se sont engagées dans une démarche massive de move to cloud. Avec la crise que nous traversons, il y a une très forte pression sur les coûts, nous le savons tous, et tous les leviers d'optimisation activables sont remis en œuvre sur l'exercice budgétaire 2020 pour aller chercher un maximum d'optimisation. FinOps est un de ces leviers. Chez TNP, nous avons depuis 2 ans développé tout un savoir-faire sur le FinOps avec des consultants certifiés, une offre de formation via TNP Training et des prestations avec engagement de résultats sur l'optimisation des coûts IT. Je laisse la parole à Laurent qui va vous partager donc les résultats de ce baromètre établi à partir des retours de 80 répondants que nous remercions d'avoir pris le temps nécessaire pour répondre à cette petite enquête. Merci Guy, bonjour à tous. Le webinaire d'aujourd'hui pose une question claire. Multi-cloud, cloud hybride, quelle place du FinOps? Il y a 2 points qui sont sous-jacents derrière cette thématique. La première, nos clients sont dans une réalité au travers de 3 mondes. Des applications qui ne seront jamais dans le cloud, des applications qui, pour des raisons notamment réglementaires, seront dans un cloud privé, et des applications pour des raisons d'innovation généralement qui sont dans le cloud public. Et la vraie dynamique, et c'est en écho avec le sondage que Lorna a partagé avant, l'hybride représente en fait dans le sondage qu'on a réalisé 60%, dans celui qu'on vient de partager ensemble 50%, donc le CRIP 60% et 50% sur la partie hybride. Les éléments justement sur le cloud public, 17% par rapport à notre enquête, 33% sur la population qui y assiste. Il y a vraiment en fait cette première dualité, c'est le fait d'être capable d'avoir cette approche, de réconcilier en fait les coûts de manière globale. Le deuxième vecteur, c'est lié à FinOps. Et c'est le fait de se dire, derrière FinOps, il y a un enjeu qui est l'optimisation de la dépense, mais c'est aussi la capacité à faire de l'innovation, à augmenter les revenus. Et FinOps, c'est vraiment cette dualité entre des éléments financiers et une vision technologique qui s'intègrent dans un tout, dans un modèle économique global et dans un choix technologique global. Et donc, il faut être capable, et c'est l'objet de l'enquête qu'on a réalisée avec le CRIP, de prendre la photo et de bien comprendre les comportements existants. C'est ce qu'on va détailler avec vous aujourd'hui. Dans le cadre de l'enquête qu'on a réalisée avec le CRIP, il y a un livre blanc qui est disponible en téléchargement. On a 4 grandes sections. 2 qui ont déjà été partagées lors du premier webinaire et qui est disponible en replay sur toute la partie organisation, gouvernance, processus. Aujourd'hui, je vous propose de focaliser sur les éléments de mise en place, de leviers activables, de facteurs clés et de challenge qui sont ceux qu'on voit chez nos clients et également les éléments d'outillage. Le premier zoom concerne en fait les éléments de levier d'optimisation. De manière assez simple, le FinOps, c'est un usage fois un prix qui donne un total. Et du coup, on va avoir des leviers qui sont soit focalisés sur l'optimisation de l'usage, soit l'optimisation du prix. Sur la partie gauche, vous avez la thématique optimisation de l'usage avec des leviers qui sont assez classiques, qui visent en fait à réguler et à éteindre la lumière dans le cadre des différentes instances. Donc on retrouve en fait pour 72% de right sizing, le fait de déprovisionner à 67%, le fait les arrêts automatiques à 52%. Surtout, moi, ce que je vois, c'est que des approches type microservices sont encore très peu souvent poussées, notamment pour des raisons de maturité. Le deuxième point sur la partie gauche, concernant les prix, on a un levier de prix qui est important sur les instances réservées et en fait des engagements de long terme, que ce soit en fait des instances réservées ou la partie service package.
ce qu'on retrouve en fait derrière, c'est au-delà de la notion de tag, on retrouve aussi à 15 et 12% l'utilisation de marchés en fait spot sur des entre guillemets du trading de consommation et le fait d'avoir des déclencheurs automatiques type lambda. Et en fait, en synthèse sur cette première vision, autant sur la partie gauche consommation, on voit chez nos clients une approche complètement décentralisée pour être au plus près des équipes de développement, au plus près des applications. Autant sur la partie droite, on est sur une vision qui est centralisée avec un engagement et la définition de politiques de gestion de compte, de tags, d'engagement qui sont pris multi-entités. Le deuxième zoom que je vous propose, c'est sur les facteurs clés et surtout en fait les freins à la mise en place du FinOps. Et là, de manière assez classique, on retrouve ce qu'on appelle les 3C, donc la partie culture, compétences et les coûts. Mais surtout, ce que ça démontre, et on l'avait déjà vu au travers des retours d'expérience de Veolia et d'Accor, c'est que la culture et le volet humain est clé en termes de challenge pour la réussite en fait du FinOps dans l'entreprise. Donc derrière la culture, en fait, pour prendre un exemple concret, hein, c'est les équipes ont été habituées pendant des années à provisionner les environnements et les garder sous le coude. Hein. J'ai mon environnement de test, on ne sait jamais, je le garde. Et il y a vraiment en fait un changement d'esprit pour rentrer via du DevOps dans une démarche où on déprovisionne, où en fait on intègre de la flexibilité. Le deuxième point, c'est pour être capable de monter en fait ce niveau d'automatisation, c'est des compétences et on sait qu'elles sont rares et compliquées à acquérir. Hein. Donc là, on a un vrai boom actuellement sur la partie formation. Sur la partie cloud, mais également c'est des offres complexes qui demandent en fait une remise à jour constante avec des innovations qui se font en continu. Et puis le dernier point en termes de challenge, c'est les coûts. Et souvent en fait, on entend et on a des discussions avec nos clients sur c'est difficile de démontrer en fait la valeur du FinOps, c'est-à-dire que le coût du contrôle est supérieur au gain généré. En fait, FinOps, de manière assez intéressante, ça se prête assez bien en fait à cette vision de ROI et on est capable en fait de justifier, de fournir de la visibilité, de fournir aussi des gains et d'avoir en fait en synthèse deux éléments qui sont clés pour nos clients. Le premier point, c'est d'avoir une vision temps réel. Et ça, c'est un point qui est clé pour être capable de présenter en fait aux équipes leur consommation. Et le deuxième point qui est derrière et qui est aussi essentiel, c'est être capable d'avoir une valeur et une discussion métier avec le business sur des éléments qui sont plus parlants pour eux que uniquement des éléments de dépense ou du compute ou du storage. C'est le fait d'être capable de parler de coûts à la transaction, de coûts en fait aux nouveaux clients ou à des éléments de passagers qu'on voit chez certains de nos clients. Donc on a une autre discussion et c'est vraiment ces points de collaboration, de responsabilité, de valeur métier qui sont les piliers pour en fait mettre en place ces différents challenges. Aussi, ce qu'on voit, c'est par rapport aux outils, on retrouve de manière classique 3 points. Le premier sur la partie gauche, tout ce qui est en fait une attente pour naviguer dans la complexité et avoir des suggestions d'optimisation. Au-delà en fait des optimiseurs qui sont fournis par les clouders. Le deuxième point, et c'est clé aujourd'hui dans les DSI, c'est les besoins d'anticipation, même avec des fournitures et un échantillon qui est extrêmement réduit sur le passé. Et puis le troisième point, c'est des reporting avancés, capables de coupler en fait les données des plateformes clouders avec des données internes et un besoin en fait d'intégration de services de type machine learning qui est vraiment au centre des attentes des clients. En synthèse de ce baromètre et en call to action, ce qui nous semble aujourd'hui par rapport à nos clients clés, c'est au-delà en fait d'une réduction de la facture qui est clé, c'est être capable d'aller chercher en fait des leviers complémentaires sur l'innovation et les nouvelles architectures. C'est intéressant de travailler sur la facture, mais c'est encore plus intéressant de travailler sur les causes et de faire évoluer les éléments d'architecture, notamment vers du microservice. Deuxième point, c'est, on en a parlé,
responsabiliser les métiers avec du showback et du chargeback. Troisième élément, c'est être capable de coupler une vision temps réel, des dashboards internes externes et surtout en fait via des professional services internes, apporter un support continu aux collaborateurs. Le point aussi, c'est rentrer dans une démarche de ROI et d'auto-alimenter le département FinOps par des économies. Le point qui est clé, c'est se former au nouvel ADN de la DSI et aussi aux nouveaux services et surtout être capable de démontrer la valeur métier et de rentrer en fait sur des pourquoi. Et pour expliquer en fait c'est pourquoi, on a vraiment en fait un point qui est derrière FinOps, hein, c'est l'amélioration continue, que ce soit en fait sur la partie crawl, le fait de ramper, et pour prendre en fait sur cette étape un point, c'est on commence par se poser la question de qui consomme, quels sont les tags que je peux mettre en place, le fait de marcher et de rentrer en fait dans une dynamique où on rentre dans est-ce que la dépense est efficiente et comment je peux couvrir les gaps par rapport à mes tags actuels et l'accélération avec des business metrics, mais aussi en fait être capable de reventiler des dépenses partagées type Kubernetes ou de se poser la question de tout ce qui n'est pas taquable. En synthèse, en fait, et ce qu'on voit, c'est que le meilleur moyen de rentrer dans cette dynamique, c'est de faire. The best way to do it is to do it. Et c'est aussi important de se faire accompagner dans ces transformations pour ce faire. Vous avez peut-être des questions? Oui, merci Laurent. On a reçu quelques questions sur le chat. Et d'ailleurs, j'invite de nouveau nos invités à en poser le plus possible. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un certain niveau de maturité dans l'entreprise qui est requis pour commencer une démarche FinOps? Alors, déjà, il y a un point qui est clé, c'est fournir de la visibilité par rapport à la dépense. Et ça, c'est vraiment le niveau de base qui est à mettre en place. Ensuite, à partir, et Claire en reparlera, à partir du moment où vous avez un cloud privé, il y a cette notion de comment je flexibilise une dépense qui est un investissement. Et puis le point qui est après, c'est comment je m'inspire de ce que font aujourd'hui les meilleurs, les clouders, pour ce faire, et je rentre dans cette dynamique où je commence à consommer, je forme mes équipes. En gros, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec nos clients, c'est trois choses. C'est un, le fait de se former auprès des clouders, auprès de structures type finops.org, où, et c'est notre conviction, des formations vraiment spécifiques à la façon. Le deuxième point, c'est de rentrer dans des audits de maturité. Et en fait, au travers de ce modèle crawl, walk, run, nous, on a développé en lien avec finops.org un modèle de maturité. Et puis surtout, en fait, de rentrer au travers du reporting et des KPI, au travers de la discussion avec les équipes sur de l'optimisation de la facture. Et le fait, et ça c'est quand même très, très visible, de rentrer et de gérer en fait ces économies. Certains parlent de success fee sur cette dynamique de gestion et d'économie. Ça me semble être les bons moyens pour monter en maturité progressivement sur ce sujet-là. Okay. Alors, il y a une autre question qui est un vaste sujet. Donc, très brièvement, que conseilles-tu de couvrir en termes de tags? Oui, c'est une très bonne question, hein. Les tags, alors ça dépend, hein. Derrière les tags, c'est est-ce qu'on veut suivre les applications, les environnements, les équipes, les business units. C'est vraiment les quatre principaux axes qu'on retrouve au travers des tags. Après, on va retrouver des tags techniques sur des éléments de machine. Il y a des grandes politiques, enfin des grandes familles, des scénarios, hein. Quand on arrive chez des clients, il y a différents scénarios qu'on propose. Globalement, en fait, c'est complètement rattaché avec la culture de l'entreprise. Et on va retrouver des fois au sein de la même entreprise, et ça c'est ça qui est un peu compliqué, des politiques de tag qui peuvent être différentes au sein des entités, mais aussi entre les cloud providers. Donc il y a un vrai sujet, et on y reviendra en fait en dernière partie de cette session, c'est comment je peux créer des méta-tags pour être capable de consolider ces éléments-là, et aussi et surtout comment je peux faire évoluer ma politique de tag. Déjà, elle évolue naturellement par rapport aux innovations des clouders, et deuxièmement, par rapport à ma montée en maturité. Merci Laurent.
Alors, on va passer à la prochaine partie qui est l'intervention de Claire. Avant ça, je voudrais de nouveau poser une question à nos invités et en réalité reprendre une question du baromètre TNP. Selon vous, quels sont les freins à la mise en place d'une démarche FinOps? Est-ce la culture, les coûts, les compétences, l'organisation ou les outils? Voyons si ça rejoint plus ou moins les résultats du baromètre. Alors, je vais maintenant partager les résultats. Donc, la culture à 32%, les coûts seulement 6%, ce qui rejoint assez bien ce qui était détaillé dans le baromètre, les compétences à 29% et l'organisation quand même à 29%. Et seulement 3% pour l'outillage. Donc, je vais à présent passer la parole à Claire. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Donc, je vais me présenter. Donc, Claire Claus, je suis en charge des équipes qu'on appelle CO dans les infrastructures technologiques de Société Générale. Et en fait, dans mon périmètre, j'ai effectivement les sujets de pilotage, de transformation de ces équipes d'infrastructures, de pilotage financier et également des sujets de sourcing ou de relations avec des grands vendeurs, des grands fournisseurs technologiques, ce qui peut être intéressant pour la suite de ce que je vais exposer. Je vous propose d'enchaîner, si c'est OK. Voilà, donc avant peut-être d'aller dans le cœur du sujet, qui sont les sujets qui vous intéressent aujourd'hui sur la partie FinOps, ce que je voulais juste rappeler dans les grandes lignes ce que nous sommes, Société Générale. Bon, c'est, je pense, une entreprise que vous connaissez tous, mais juste pour rappeler un petit peu notre contexte, on a 3 grands métiers dans la banque aujourd'hui. Un métier effectivement de banque de détail en France avec 3 grandes marques que vous connaissez certainement, qui sont Crédit du Nord, Société Générale et Boursorama. On a ensuite une activité à l'international essentiellement ciblée sur les pays de l'Est et l'Afrique autour de banques de réseau et de services financiers. Et puis, évidemment, on a les activités d'investment banking et de solutions aux investisseurs. Aujourd'hui, on compte à peu près un petit peu moins de 150 000 personnes dans le monde et aujourd'hui, on a un peu plus de 30 millions de clients et voilà, et on est répartis dans pas mal de pays dans le monde, comme c'est indiqué sur cette planche. Si on parle maintenant plus précisément de l'IT au sein du groupe Société Générale, donc ce sont des grosses équipes aujourd'hui. Je vais revenir sur la partie organisationnelle. On gère environ, on a remis ici quelques indicateurs, on gère environ 8000 applications. On a des volumes de données assez conséquents et ce qui est peut-être aussi plus intéressant par rapport au sujet que l'on va exposer, c'est aujourd'hui, la plupart des équipes IT au sein du groupe fonctionnent en mode agile. Une grosse partie de nos activités IT sont délivrées en mode agile, y compris sur les infrastructures, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. En termes d'organisation, je veux juste en dire 2 mots parce que c'est important par rapport au point que j'exposerai tout à l'heure. En fait, donc, on a fait le choix de consolider une équipe infrastructure il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et ces équipes infrastructures servent finalement un certain nombre de DSI métiers, donc les 3 grandes DSI métiers calées sur les métiers que j'ai évoqués tout à l'heure, d'une part, et une dernière DSI qui sert l'ensemble des fonctions corporate de la banque. Donc ces DSI sont en quelque sorte, par rapport à la direction des infrastructures, des clients internes, même si on n'aime pas beaucoup ce terme, mais disons des partenaires internes avec qui on travaille de manière très étroite. En haut à droite de cette présentation, j'ai voulu remettre quelques indicateurs sur
qui dimensionne un petit peu les infrastructures du groupe. Hein. On parle d'environ un peu plus de 50 000 serveurs. On gère la quasi-totalité des boîtes mail du groupe et une très grande partie d'entre elles maintenant est migrée sur Office 365. Voilà. Et sur le cloud, j'y reviendrai après, mais effectivement, on a fait une grosse avancée sur la partie cloud. Alors, cette équipe autour autour des infrastructures technologiques s'est pas mal transformée depuis sa création. Plus récemment, donc en 2017, on a lancé un plan de transformation qu'on a schématisé sur ce slide avec 5 grands volets finalement. Un premier volet autour du cloud, je vais y revenir. Un deuxième volet autour de la sécurité, pour transformer nos modèles de sécurité qui étaient peut-être trop complexes et nous permettaient de ne pas avoir l'agilité que l'on attendait dans nos évolutions. Une partie autour du big data et de l'intelligence artificielle, et puis une partie autour de tout le monde du poste de travail. Et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on est très avancé aujourd'hui dans l'utilisation notamment d'Office 365. Et puis le dernier point qui est en fait le cœur finalement de ce disque, qui est la transformation humaine et culturelle, où on a voulu au sein des infrastructures notamment développer assez largement les modes de fonctionnement agiles et aussi développer les compétences, d'ailleurs en lien avec la transformation notamment vers le cloud, le big data ou la sécurité. Si je reviens donc plus directement sur la partie cloud, donc on a fait le choix d'aller vers un cloud. On a fait le choix du cloud hybride d'abord, donc avec effectivement mettre en place une plateforme cloud privée pour le groupe et s'appuyer sur 2 providers, 2 fournisseurs de cloud public. Ce choix est surtout étayé par, d'une part, des contraintes de régulateurs pour la partie cloud privé, mais on souhaite aussi assez largement utiliser le cloud public dans la mesure où c'est pour nous un facteur d'innovation important. Donc, on vise en cible 80%, donc c'est à fin 2020, de nos infrastructures dans le cloud, dont 20% de ces 80% dans le cloud public. Donc, c'est l'ambition de cette transformation. Alors, j'ai parlé de 2017-2020, mais cette transformation vers le cloud s'est initiée un peu avant. Hein, elle a démarré plutôt en 2013-2014, avec à ce moment-là une première plateforme IaaS, on va dire, ensuite une confirmation que la stratégie cloud par défaut sur toutes les nouvelles applications s'appliquait, ensuite un premier travail sur les couches PaaS, et puis on a accéléré cette démarche à compter de 2017 pour vraiment structurer une plateforme de services cloud privés qui aujourd'hui fonctionne bien et sert nos clients internes. Donc voilà, dans les grandes lignes de notre transformation, je pense que c'est important de bien expliquer que voilà, notre choix est celui du cloud hybride avec une plateforme cloud privée et le recours au cloud public. Cela veut dire aussi du coup que pour les DSI métiers que l'on sert, et ça participe un petit peu d'une forme d'hétérogénéité, mais qui est assumée. Et il y a un petit peu 3 modalités de consommation d'infrastructures. Il y a les offres traditionnelles qui existent et qui continueront à exister pour plein de raisons, les offres cloud privées et évidemment les offres cloud publiques qu'ils peuvent consommer aujourd'hui. Et donc notre enjeu en tant que direction des infrastructures, c'est aussi d'accompagner les DSI métiers vers la consommation du cloud privé et du cloud public. Et du coup, sur la partie financière, on doit aussi les accompagner et pour bien consommer les services du cloud privé et du cloud public. Donc maintenant, si je viens sur la partie purement FinOps, comme peut-être vous l'avez compris, comme on a 2 rôles finalement sur la partie FinOps. On a 2 rôles. Le premier, c'est parce qu'on est, comme j'ai expliqué, nous-mêmes fournisseurs de solutions cloud privées. On a dû travailler pour, je dirais donc, créer l'intérêt
économique au sein du groupe Société Générale pour consommer la plateforme cloud privée. Donc, on a mis en place une logique de, alors ce qu'on appelle fair price, de juste prix, donc calé sur nos coûts, des offres de cette plateforme cloud privée et en les comparant notamment aux offres traditionnelles, notamment sur les couches de compute, sur les couches IaaS, et en étant dans la mesure du possible à peu près comparable à ce qui se fait sur les plateformes cloud publiques, pour donner des éléments de comparaison à nos DSI. Et ainsi leur donner des leviers d'optimisation de coûts par rapport aux différentes offres qu'ils peuvent utiliser. Ça, c'est un premier point. On a également mis en place une logique sur notre plateforme cloud privée à l'image de ce qui se passe dans les plateformes cloud publiques, une logique de paiement à l'usage. Donc, selon les services, on sait facturer la consommation à l'heure ou à la journée, de plus en plus à l'heure. Et puis, on a construit un module de showback permettant de donner toute la visibilité de la consommation de cette plateforme cloud privée à l'ensemble de nos DSI et leur permettre ainsi d'optimiser la facturation et le coût à la fin qu'il aurait imputé. Donc dans ce premier axe, il y a effectivement un sujet d'optimisation de coûts, et je dirais à deux niveaux finalement. Le premier, c'est le responsable d'application se voit bien facturer de sa consommation des offres cloud privées chaque mois. Et donc, comme je l'ai dit, en fonction du détail qui lui est rendu disponible via Showback, c'est regarder les axes d'optimisation qu'il ou elle a lui-même de son côté pour optimiser sa consommation. Donc ça, c'est, je dirais, l'utilisation un petit peu classique des offres cloud privées. De l'autre côté, nous, en tant que direction des infrastructures, vu que nous mettons à disposition ces offres, nous pouvons être également proactifs auprès de nos partenaires internes pour suggérer des optimisations également quand on voit que des machines virtuelles sont pas utilisées à la hauteur de ce qu'on serait en droit d'attendre, ou quand on voit qu'il y a des machines qui sont provisionnées mais non utilisées, ou déprovisionnées bien trop tard par rapport aux besoins de l'utilisateur, on peut aussi être force de proposition là-dessus, et on a d'ailleurs des actions d'optimisation. Parce qu'à la fin, sur cette partie-là, la plateforme cloud privée, c'est aussi finalement l'investissement de la banque sur cette plateforme, et on se doit aussi l'optimiser. Donc ça, c'est le premier grand levier sur lequel on travaille. Et le deuxième, c'est celui, je dirais, plus classique, c'est que le groupe, et donc l'ensemble des DSI avec lesquels on travaille, utilise les services cloud publics, et donc sont consommateurs de ces services cloud publics. Et là, l'attente est un peu différente. Le rôle est plutôt de donner de la visibilité, de la clarification sur ces factures cloud publiques aux différentes DSI. Donc, on a mis en place récemment un reporting. Donc, on s'appuie notamment sur Appsio pour le faire. Un reporting des consommations cloud publiques. Donc, j'ai parlé de multi-cloud provider. Donc, on fait le choix de travailler avec AWS et Azure. Donc, des consommations des différentes DSI auprès d'AWS et Azure de manière détaillée pour qu'ils aient les leviers d'optimisation de leurs factures. Sur cette planche, effectivement, on a repris en fait sur la partie haute du slide finalement un reporting interne sur notre plateforme cloud privée pour donner les éléments aux différentes DSI métiers sur leur consommation, et sur la partie basse, un reporting que l'on met à disposition aujourd'hui détaillé sur leur facturation cloud publique. Voilà, ce que je voulais repréciser sur la partie cloud public, si on peut juste revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît, c'est qu'on a encore on a pas mal d'enjeux encore devant nous sur ce volet-là. Aujourd'hui, on doit encore apporter davantage de support
auprès de nos DSI métiers sur le pilotage de ces coûts. C'est-à-dire en définissant des règles communes, en définissant des bonnes pratiques que l'on peut partager sur l'ensemble des DSI. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité, donc elles n'ont pas toutes les mêmes attentes. Pour autant, il y a un certain nombre de règles que l'on peut définir. On a aussi un enjeu en termes de définition d'une organisation, d'une gouvernance pour piloter ces coûts au travers d'une communauté FinOps au sein des DSI par exemple. Donc on est en train de travailler sur ces modalités-là. Et bien évidemment, ça doit s'appuyer aussi le plus possible sur des outils communs pour faciliter les choses. En prérequis de tout ça, on a aussi un vrai sujet de pédagogie encore à faire. Dans le cadre de la transformation cloud au sens large qu'on est en train de mener, la direction des infrastructures a mis en place une logique de professional services. On a juste copié ce qui se passe par ailleurs au sein des clouds privés et donc on l'applique à nous-mêmes en interne. Dans cette démarche professional services, on a inscrit un premier module sur la partie FinOps. C'est le début et on sait que là-dessus, on a encore beaucoup à construire. Donc, on a encore, dans le cadre de cette démarche professional services, de l'accompagnement, de la pédagogie à faire et ça fait partie de nos points d'évolution à venir. Et enfin, le dernier point, donc au-delà de cette pédagogie, ce change management et des volets organisationnels, il y a également un enjeu de pilotage contractuel aujourd'hui avec les différents cloud providers pour effectivement gérer la relation, gérer les modalités contractuelles, piloter ces contrats qui sont quand même des montants potentiellement importants. Alors, on est assez mature aujourd'hui avec l'un d'entre eux, un peu moins avec le deuxième. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on doit aussi pas mal avancer, sur lesquels on peut apporter de la valeur en tant que direction des infrastructures auprès de nos différents DSI. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous donc sur notre expérience, ce qu'on a mis en place aujourd'hui sur ces deux volets-là qui sont ceux qui sous-tendent notre stratégie cloud aujourd'hui. Merci Claire. Alors je vais Est-ce qu'il y a des questions. Oui, questions peut-être. Il y en a. Il y avait peut-être avant d'aller sur les questions, alors je suis désolée, peut-être avant sur les questions, on n'a peut-être pas assez, je suis peut-être pas assez revenue sur le volet compétences, parce que tout à l'heure on a parlé des sujets compétences, donc je peux peut-être dire deux mots. Ah voilà, bon, s'il y a une question, j'y réponds directement. Sinon. Voilà, c'est ça, c'est justement quelles sont les compétences à mettre en place au sein de l'entreprise pour pouvoir avancer avec ce type de démarche. Alors, donc, nous, en termes de compétences, on partait pas tout à fait d'un point zéro, comme vous pouvez aisément le comprendre. C'est-à-dire que avant d'avoir assez largement poussé cette transformation vers le cloud, on était déjà un service, donc une direction des infrastructures qui s'appuyait sur une logique de catalogue de services, une logique de catalogue de services facturé ou alloué auprès de nos différentes DSI grâce à une démarche finalement de coût de service fois volume. Donc on avait déjà une expérience quelque part de pilotage des coûts, d'une logique de catalogue de services et d'une logique de facturation de ces services selon des volumes de consommation. Et donc assez naturellement, les équipes qui travaillaient sur ces sujets, qui avaient donc une très bonne compétence, une connaissance, on va dire, très forte à la fois des services d'infrastructure, donc un vernis technologique assez important, et d'autre part des volets un petit peu plus financiers, les capacités à connaître, à mettre en place des modèles de coûts et des allocations. Assez naturellement, cette équipe-là est montée en compétence sur les sujets FinOps, par intérêt, par appétence, un petit peu au départ sur le tas. Et elles ont aussi beaucoup travaillé avec les équipes qui ont mis en place les premiers services cloud privés et de ce fait se sont formées là-dessus. Après, on a des gens qui ont été certifiés auprès de Azure et AWS, mais le point de départ, il est parti des équipes qui pilotaient finalement le modèle de coût sur des offres traditionnelles et ça a été une évolution je dirais relativement souple et relativement, je ne vais pas dire intuitive, mais qui s'est fait assez facilement. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de faire monter encore
en charge cette équipe, mais en tout cas, il y a eu cette première transformation en termes de compétences qui s'est faite assez naturellement chez nous. Très bien. Alors, une dernière question. Assez brièvement, comment s'organise l'équipe FinOps et comment sourcez-vous les bons profils en interne et en externe? Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas. Alors, comment s'organise cette équipe FinOps? Pour l'instant, elle est hébergée au sein de la direction des infrastructures. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de relais FinOps. J'ai parlé tout à l'heure de communautés. Il y a un certain nombre de relais de gens qui ont des compétences de pilotage financier dans les différents DSI sur lesquels on s'appuie. Sinon, effectivement, c'est une équipe qui est aujourd'hui centralisée au sein de la direction des infrastructures. En termes de sourcing, je dirais les choses, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, ont été relativement simples dans la mesure où c'était plutôt une évolution d'une équipe pour partie de personnes internes qui ont évolué d'un rôle sur des infrastructures traditionnelles en termes de pilotage financier et économique vers le FinOps par souhait, par appétence et qui aujourd'hui ont gagné en maturité et aujourd'hui nous aident, alors potentiellement avec des partenaires externes, à construire les modules de formation, des modules de pédagogie qu'on veut faire autour du FinOps. Donc, on a recruté quelques consultants externes, mais assez peu finalement. On a beaucoup capitalisé finalement sur cette expérience d'une grosse dizaine d'années autour du pilotage économique et financier de la direction des infrastructures. Et voilà. Et aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur cette équipe. Merci beaucoup, Claire. Alors, avant de passer la main à Frédéric Rousseau, je vais poser une dernière question à nos invités, qui est: quel type de solution utilisez-vous pour piloter le FinOps aujourd'hui? Alors, des outils de monitoring, de reporting, Excel, une solution dédiée ou pas d'outillage en place pour le moment? Je vais laisser quelques secondes pour pouvoir répondre. Et maintenant, partager les résultats. Donc, apparemment, la plus grosse réponse des outils de reporting, mais un gros usage d'Excel et de calculettes fournis par les providers cloud. Très peu de solutions dédiées et aussi une grosse partie qui n'a pas d'outillage en place pour le moment. Fred, je te laisse la parole. Parfait. Alors, c'est sans surprise, effectivement, un petit peu, c'est vraiment à l'image du marché. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des gens et l'intérêt pour le FinOps, on l'a compris au travers des différentes interventions et croissant aujourd'hui, on a des compétences. En termes d'outillage, on reste aujourd'hui sur des approches relativement, je dirais, basiques. Alors, est-ce que Lorna, par contre, je ne peux pas contrôler tes slides. Donc, voilà, merci. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter dans le cadre d'une solution comme Cloudability, quel est l'intérêt d'avoir une solution complètement outillée pour accélérer et accroître la valeur d'une approche FinOps. Alors, pourquoi finalement avoir ces besoins d'outillage? La réponse, elle est relativement simple. Alors, on l'a évoqué plusieurs fois. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, la plupart des prospects ont une approche qui va être multi-cloud. Donc, le premier point, c'est aujourd'hui la nécessité de pouvoir traiter des informations de nature hétérogène. Si on se cantonne sur le cloud public, aujourd'hui, on va avoir 3 acteurs majeurs. On va avoir des gens comme Amazon, on va avoir des gens comme Microsoft, peut-être des gens comme Google. Et vous allez devoir consolider des informations qui sont par nature très diverses. Alors, quand je dis des informations par nature diverses, c'est surtout aussi la capacité de s'assurer, quand vous allez consolider ces éléments, que vous allez bien comparer des pommes et des pommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, probablement, vous allez vouloir consolider ces informations pour donner une vision qui est peut-être une vision un petit peu plus métier, par exemple une vision par application, par entité métier, par plaque géographique. Et il va falloir vous assurer que les informations que vous allez collecter chez un provider sont bien mises en regard avec les informations de même nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le slide suivant, vous allez voir que c'est
par essence, pour toutes les personnes qui ont été exposées à des informations mises à disposition par des clouders, c'est en général relativement compliqué. Là, on a pris l'exemple d'une facture cloud. En l'occurrence, c'est un exemple Amazon. Alors, c'est une facture qui est assez conséquente, certes, c'est une facture qui représente à peu près 10 millions d'euros, donc une dépense qui est déjà assez importante. Si vous prenez le format facture en lui-même, il va se résumer sur 2 pages. Donc, effectivement, vous avez un montant qui est quand même assez conséquent sur assez peu d'informations. Et si vous souhaitez accéder à l'information détaillée, ben, effectivement, vous allez être noyé dans une masse d'informations qui est d'une complexité assez importante. Ici, on a une feuille Excel qui va prendre, je crois, un peu plus de 6 millions de lignes et 450 colonnes. Alors, si vous associez ces 2 éléments, c'est-à-dire la complexité des informations de facturation mises à disposition, l'hétérogénéité, tout ça fait que finalement, aujourd'hui, on a une complexité intrinsèque sur la manipulation des informations. Il y a une troisième dimension qui apparaît pas ici, qui est la dynamique des produits. Si vous prenez, la plupart des clouders ont à peu près la même dynamique sur la mise à disposition de nouveaux services ou sur le décommissionnement de services. C'est très très compliqué pour des gens qui auraient choisi une approche de type Excel, par exemple, de maintenir un catalogue de produits qui est à jour, avec en plus une complexité qui va être liée à des modes de facturation qui sont de plus en plus avancés. Laurent évoquait tout à l'heure le mode spot. Pour les gens qui ne connaissent pas spot, c'est effectivement un système d'enchères où vous allez mettre des prix. Donc, c'est vraiment très, très dynamique. Et ce genre de complexité nécessite aujourd'hui, effectivement, d'avoir des plateformes qui sont dédiées, qui sont, je dirais, prêtes à l'emploi par rapport à ces choses-là. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur une présentation rapide de l'outil. J'ai une petite dizaine de minutes pour vous présenter la plateforme Cloudability. Cloudability, c'est une plateforme en mode SaaS, Software as a Service. Donc, c'est une plateforme qui est prête à l'emploi. Je vais illustrer aujourd'hui 4 grands points. Le premier point, c'est tout ce qui va être lié à la mise en œuvre. C'est toujours intéressant de comprendre un petit peu quels sont les efforts, quelles sont les grandes actions qui vont être nécessaires pour pouvoir bénéficier des avantages d'une approche FinOps. Le deuxième point, c'est le premier pilier de FinOps. Pour les gens qui connaissent un petit peu la démarche et la discipline, c'est comment vous allez pouvoir communiquer facilement quels sont les coûts et les usages, et non pas uniquement dans une dimension qui est une dimension purement technique, mais aussi d'avoir une approche qui peut être communiquée, qui peut être partagée avec des utilisateurs métiers, encore une fois, qui peuvent être des responsables de projet, des responsables applicatifs, des responsables d'entités métiers ou de cost center. Une fois qu'on a une visibilité sur la façon dont on consomme les ressources cloud et quels sont les coûts qui sont associés, évidemment, naturellement, vient le point de l'optimisation. C'est une optimisation continue. Ça, c'est important. C'est un point très, très fondamental, qui est de dire aujourd'hui, c'est pas une action d'optimisation dans le cloud qui va être réalisée une fois et puis après, on met ça de côté et on revient dans 6 mois. L'idée, c'est effectivement, avec ce facteur d'élasticité du cloud, c'est de mettre un processus continu d'optimisation qui va pouvoir être sur différentes dimensions, sur des modèles d'engagement. Est-ce que vous êtes à la demande et vous êtes sur du spot, des instances réservées, des savings plans? C'est un petit peu toutes ces différentes options qui sont mises à disposition par les clouders, qui peuvent être aussi sur s'assurer qu'on utilise des ressources qui sont correctement dimensionnées. Et là, il y a un enjeu de taille, c'est-à-dire que ce dimensionnement, il va varier dans le temps, il va varier en fonction de la demande, s'assurer qu'effectivement, si vous avez par exemple des plateformes digitales, s'assurer qu'en fonction de certaines opérations de lancement de produits, on va dimensionner correctement, puis après, on va redimensionner. Et le dernier point qui est aussi très, très important, qui est probablement le parent pauvre aujourd'hui, c'est de s'assurer de la prédictibilité des coûts sur le cloud. Ça, quand on discute avec des interlocuteurs financiers, c'est un des points de pénibilité aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'effectivement, on soit en mesure de définir des budgets et de suivre ces budgets et d'être alerté de façon proactive sur des potentiels dépassements par rapport à l'utilisation des ressources. Lorna, si tu peux me mettre la possibilité de partager mon écran, je vais basculer directement dans la démonstration produit. Alors, voilà, je vais vous partager mon écran, afficher cette fenêtre, et normalement, vous devriez voir un navigateur.
Alors, ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de la solution Cloudability. Comme je l'évoquais précédemment, c'est une solution en mode Software as a Service, donc elle peut être configurée très rapidement. Donc, le premier point que je souhaitais aborder, c'est effectivement quelles sont les activités pour configurer la plateforme. Alors, l'avantage, effectivement, quand vous travaillez dans du cloud public, c'est que vous travaillez dans un environnement qui est un environnement connu, avec un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs majeurs. Aujourd'hui, la solution va vous proposer des connecteurs prêts à l'emploi. Vous voyez qu'ici, on va intégrer les clouders principaux, Amazon, Microsoft et Google. On a aussi la possibilité de s'intégrer avec un certain nombre de systèmes qui vont nous permettre notamment de collecter de l'information, d'émettre des alertes et ainsi de suite. Alors pour la petite info, on a très prochainement un connecteur qui va arriver pour les gens qui opèrent notamment sur la zone Asie avec AliCloud et qui va nous permettre de configurer un connecteur en quelques minutes. Alors quand je dis en quelques minutes, c'est littéralement, vous allez voir, c'est relativement simple. On a fait en sorte que ça soit très très simple à configurer et que véritablement en quelques minutes, on soit capable de connecter la solution Cloudability avec vos infrastructures existantes dans le cloud. Pour ce faire, vous allez juste cliquer ici sur un petit bouton Add Credentials et vous allez avoir une démarche qui est guidée. Donc là, vous voyez que c'est relativement simple. Dans le cadre d'Amazon Web Services, c'est véritablement en 2 étapes. On va vous demander quelques informations. On va vous générer effectivement un template que vous allez pouvoir mettre directement dans votre console Amazon et en quelques minutes, on va avoir accès à vos informations. Alors les informations qu'on va collecter sans surprise, c'est des informations de 2 natures. C'est des informations qui sont des informations de coût et d'usage, tout ce qui vous est facturé, quel est l'usage que vous avez de ces ressources. Et puis, on va également aller collecter un certain nombre d'informations qui sont plus des informations technologiques sur les caractéristiques des ressources que vous utilisez, ce qui va nous permettre par la suite de vous faire des recommandations, notamment sur les dimensionnements. Alors, ces connecteurs, effectivement, on s'attend forcément à les trouver dans une solution comme Cloudability. Ce n'est pas juste des connecteurs qui vont vous donner la capacité de collecter de l'information. Je l'évoquais précédemment, la plupart de nos clients, la plupart de nos prospects aujourd'hui ont des approches multi-cloud. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que quand vous connectez de l'information, vous allez être capable de la classifier correctement. Je prends un exemple simple. Si vous êtes sur Amazon, que vous utilisez des instances EC2, c'est du compute. À un moment donné, quand vous allez vouloir consolider tout ça peut-être sur différents fournisseurs, ce qui est intéressant, c'est de vous assurer que les informations que vous avez collectées chez Microsoft ou chez Google vont être classifiées dans la même catégorie. Est-ce que c'est du stockage? Et dans la catégorie de stockage, est-ce que c'est du stockage de type archivage ou du stockage de type haute disponibilité, ainsi de suite? Eh bien, ça, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. C'est vraiment l'intelligence de la plateforme qui va classifier l'information de façon complètement automatique. Alors, ça vous évite d'avoir à maintenir ces éléments-là. Et surtout, ça va vous permettre de bénéficier très rapidement des nouveaux services qui sont mis à disposition par ces différents fournisseurs de cloud. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous l'imaginez, on a un certain nombre d'accords et on est capable de façon proactive de travailler avec ces clouders avant le lancement de ces services. Le deuxième point qui est important, et là c'est sans surprise, on a eu une question précédemment, c'est tout ce qui va concerner la capacité à caractériser les différents coûts et les différents usages, c'est au travers du tagging. Alors pour faire ça, vous voyez qu'ici on a défini quelque chose qui s'appelle les Cloudability Dimensions, c'est imaginé comme des tags que vous définisseriez au niveau de Cloudability, et vous allez juste pouvoir associer effectivement ces tags aujourd'hui pour avoir par exemple les environnements. Je vais pouvoir aller collecter un certain nombre de tags qui sont définis chez mes clouders. Alors ces tags, ça va vous permettre effectivement d'associer des tags de nature différente chez différents clouders, ou même plus simplement, vous voyez, de suivre un petit peu l'évolution que vous auriez dans le temps. Ici, on a volontairement illustré, par exemple, des environnements qui auraient été mal nommés, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir consolider différentes natures d'informations au sein de la même dimension analytique. Une fois que vous avez ces dimensions analytiques en place, vous allez passer sur le premier niveau, qui est le niveau restitution de l'information. Alors, on va vous mettre à disposition un certain nombre de tableaux de bord qui sont thématisés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ces tableaux de bord sont complètement unifiés. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se préoccuper de savoir est-ce qu'on est chez Google, est-ce qu'on est chez Microsoft, est-ce qu'on est chez Amazon. On a une vue complètement consolidée et unifiée des coûts. Alors, on a des indicateurs qui vont être, par exemple, les coûts du mois courant, les évolutions, peut-être des prévisions aussi. La plateforme va être capable de faire des projections par rapport à l'usage que vous avez.
On va être capable aussi de faire de la restitution sur des dimensions qui sont un petit peu plus fonctionnelles. Vous voyez ici, par exemple, j'ai créé des tags qui sont les business units. Alors, ces tags, ils sont soit directement disponibles sur la plateforme parce que vous les avez définis, soit on va pouvoir définir des règles qui vont nous permettre de créer ce qu'on appelle des tags synthétiques et qui vont vous permettre d'enrichir un petit peu le tagging que vous auriez déjà en place chez les clouders. Alors ça, c'est le premier point. Évidemment, on va venir avec un ensemble de tableaux de bord qui sont prédéfinis. Vous voyez, on a un certain nombre de choses qui vont pouvoir être partagées avec l'organisation. On a des choses qui sont plutôt à vocation financière, plutôt orientées sur certains fournisseurs. Et puis, on va vous donner aussi la possibilité d'avoir une vision qui est un petit peu plus dynamique. La vision un petit peu plus dynamique, c'est notamment au travers d'outils comme le l'Explorer de coûts. Et vous voyez qu'ici, simplement, on va pouvoir utiliser les différentes dimensions. Donc là, on a, par exemple, visualisé les modèles d'engagement. Est-ce qu'on est plutôt sur du on-demand ou du spot? Les régions dans lesquelles les ressources vont être utilisées et un type de famille d'usage. Est-ce que ce sont des instances? Est-ce que ce sont du stockage? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision complètement technologique. Peut-être, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ici, par exemple, vous voyez que j'ai l'intégralité de mes tags, peut-être ici d'avoir une vision avec quels sont les consommateurs de ces ressources. Et donc, je vais pouvoir demander à la plateforme très facilement. Et là, je vois que effectivement, j'ai des équipes sales, j'ai des équipes, alors ce qu'on appelle overhead chez nous, c'est les équipes transverses ou l'équipe engineering. Et voilà, comme de cette façon-là, je vais pouvoir naviguer dans l'information sur différentes dimensions et déjà identifier un certain nombre de pistes d'optimisation. Les pistes d'optimisation, c'est de dire, bah, effectivement, là, je vois clairement que j'ai un modèle qui est un modèle on-demand. Ok, peut-être que je pourrais basculer sur un modèle d'instance réservée. Un autre point qui est important, c'est ce qu'on appelle la détection d'anomalies. Alors évidemment, comme on collecte les coûts, mais aussi les usages, la plateforme va pouvoir appliquer un certain nombre de principes, notamment en utilisant des algorithmes de machine learning et de détecter des situations qui sont un petit peu atypiques et émettre des alertes de façon proactive. Donc l'idée, c'est de vous informer en temps réel. Donc on peut travailler sur un pas de temps qui est un pas de temps horaire et non pas d'attendre la fin du mois pour recevoir une facture et avoir une mauvaise surprise en disant tiens, quelqu'un a démarré une instance ou il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu et j'ai dû passer effectivement beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est typiquement, vous voyez, on a analysé la plateforme. On avait un usage qui était plutôt aux alentours des 1000, 1500 euros. On a eu un arrêt et vous avez redémarré sur une période. Alors encore une fois, cette situation, elle est peut-être complètement explicable, elle est peut-être liée à un usage, à un lancement de produit. Mais par contre, en temps réel, vous allez recevoir une alerte en disant attention, il se passe quelque chose. Alors, Fred, excuse-moi ouais. de t'interrompre. On a reçu une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer très brièvement, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, nous avons une personne ici en phase de maturité avancée. Comment Apptio aide à provisionner les ressources en temps réel lorsqu'il s'agit d'un cadre Trusted Advisor AWS? Alors, c'est effectivement l'autre partie, c'est l'optimisation. Voilà, c'est tout ce qui va considérer, tout ce qui va être relatif à l'optimisation. Alors, l'optimisation, très rapidement, il y a deux choses qui vont pouvoir entrer en compte. On l'a évoqué, c'est la notion de changement d'engagement de modèle. Ici, on voyait les réserves d'Instance Planner. Vous allez pouvoir configurer quels sont les modèles d'engagement que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez avoir des paiements upfront, pas de paiements upfront? Est-ce que vous souhaitez vous engager sur des modèles de 1 à 3 ans? Et puis, on va pouvoir également avoir des dimensionnements sur le right sizing où on va aller chercher des informations sur l'usage et les caractéristiques des machines. Alors là, vous voyez qu'on a utilisé par exemple des sources CloudWatch, donc on est dans un environnement Amazon. Et on va pouvoir effectivement vous proposer des approches. Donc ici, par exemple, on vous propose un changement d'optimisation et vous allez voir qu'on va pouvoir rentrer effectivement dans les explications, le pourquoi effectivement on va vous faire une recommandation. Alors déjà, la différence c'est qu'on va vous faire des recommandations de nature différente, c'est-à-dire que c'est pas en disant voilà vous devriez aller vers tel modèle ou tel modèle, vous allez avoir la possibilité de définir des stratégies plus ou moins agressives. Pourquoi des stratégies plus ou moins agressives? Parce que effectivement vous allez associer des économies par rapport à une capacité et vous allez vouloir vous assurer que vous conservez une qualité de service, la capacité à répondre à une certaine demande. Donc là, vous voyez qu'on va analyser un certain nombre d'indicateurs. Ils ne sont pas tous là, mais effectivement, on a des CPU, du network, de la mémoire et des disques. On va travailler sur des valeurs uniques et non pas sur des valeurs moyennées. Et on va vous proposer différentes optimisations. Okay. Une fois que vous aurez choisi…
On a reçu plusieurs autres questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes aujourd'hui. Donc, nous vous contacterons par la suite pour pouvoir vous proposer des éléments de réponse. Vos questions sont donc enregistrées dans le système. Pour conclure ce webinaire aujourd'hui, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes, je voulais vous encourager à télécharger les éléments qui sont disponibles dans l'interface de GoToWebinar. Donc, le baromètre FinOps de TNP en collaboration avec le CRIP, le guide du FinOps proposé par Aptio, la fiche de données Aptio Cloudability. Si vous n'arrivez pas à télécharger des éléments à partir de l'interface GoToWebinar, je pense que plusieurs personnes ont eu des petits problèmes. Nous allons vous les envoyer par email dans les jours suivants, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Laurent, as-tu certains mots pour conclure? On est complètement dans le rythme de la situation Covid. Hein. C'est des éléments d'efficacité et l'idée c'est que tant Aptio que TNP, on est à vos côtés pour s'engager dans ces transformations. Comme dit FinOps, the best way to do it is to do it. Et on est vraiment là pour accélérer le faire avec vous. Très bien. Donc, je voulais remercier tout le monde de s'être joint à nous aujourd'hui. J'ai reçu plusieurs questions par email pendant le cours du webinaire. S'il y a plus de questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Laurent. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.